Aujourd'hui, on se retrouve pour une critique sur le dernier Mission Impossible Dead Reckoning partie 1, donc le 7e opus de la saga Mission Impossible. Je suis allé le voir le jour de sa sortie. Au moment où je tourne cette vidéo, c'était hier, donc le 12 juillet. Le film dure 2h43 et il a été réalisé par Christopher McQuarrie. On y retrouve bien évidemment toujours Tom Cruise au casting. On retrouve aussi d'autres acteurs, mais on va en parler plus en détail après. Bien le bonjour, installez-vous, j'espère que tout le monde va bien. Donc comme j'ai dit, on va parler de ce 7e opus. J'avais beaucoup d'attentes pour ce 7e opus et on va en parler avec, dans un premier temps, une partie sans spoilers et une deuxième partie avec spoilers. Et donc on commence avec une partie no spoil. Donc alors, que dire sur ce Mission Impossible 7 Dead Reckoning partie 1 ? Déjà, on va un peu expliquer le scénario. Ethan Hunt et l'équipe du FMI doivent traquer une nouvelle arme terrifiante qui menace toute l'humanité si elle tombe entre de mauvaises mains. Avec le contrôle de l'avenir et le destin du monde en jeu, une course mortelle autour du globe commence. Donc voilà, c'est le scénario sans spoiler. Donc on va rester d'abord sur un avis global. Déjà, mon appartenance au film des Missions Impossibles, qu'est-ce que je pense de manière générale de la saga ? Personnellement, je suis assez fan de cette saga, je les trouve quasi tous excellents, je dis quasi parce que j'ai vu déjà sur d'autres critiques et je suis entièrement d'accord. Pour moi, à partir du 4, on sent qu'ils ont trouvé ce qui fait Mission Impossible, en tout cas cette saga de films, là où les 3 premiers, ou à la limite les 2 premiers, parce que le 3 j'ai une certaine appartenance aussi particulière, mais les 2 premiers je trouve qu'ils essaient de se chercher, on sentait qu'ils savaient pas trop vers quoi aller. On sent qu'on était plus en tout cas sur des films d'espionnage particuliers, plus posés, qu'on va retrouver notamment dans ce film-là. On revient dessus après. Mais voilà, les 2 premiers, ils se cherchent. Les 2 premiers, je suis pas particulièrement plus fan que ça. Le premier, à la limite, il est devenu assez culte et c'est un peu le pionnier de toute façon de la saga. C'est le premier opus, c'est ce qui a forgé tout ce qu'on a eu par la suite. Donc juste pour ça, ouais, c'est sûr que le premier reste assez emblématique. Le deuxième, pour moi, est vraiment pas terrible, je vous le dis directement. Le deuxième, il est vraiment pas... Franchement, c'est pas trop ma came. Ils sont plus sur un délire un peu de romance étrange, un peu d'action, mais il y a moins le côté espionnage, il n'y a pas encore ce côté grandiose à la Mission Impossible, et pour moi c'est à partir du 3 qu'on commence vraiment à rentrer certains codes, les masques et tout qui étaient déjà présents dans les 2 premiers films, mais je trouve dans le 3 il y a un nouveau truc, il y a une sorte un peu de renaissance, on part sur un nouveau truc. Pour moi le 3 en fait c'est celui qui fait la transition entre les 2 premiers qui se voulaient plus terre à terre, plus espionnage, un peu posé avec des thématiques intéressantes et sur de l'exposition, ce genre de truc. Là où à partir du 4 on est parti sur un truc full Mission Impossible comme on connaît maintenant les derniers opus, c'est-à-dire de la grosse scène d'action, des gros trucs qui nous coupent le souffle, des trucs qu'ils ont bien tournés comme la scène de l'avion, le Burj Khalifa qui a été escaladé et tout. Voilà, vous voyez, on est parti sur ce genre de délire et c'est ce qui fait maintenant l'essence des derniers opus de Mission Impossible. Et ça a complètement pris, donc forcément ils sont restés là-dedans. Voilà, à partir du 4, ils sont tous pour moi excellents. Et puis c'est rare qu'une saga arrive aussi loin, entre guillemets, tout en réussissant à faire des trucs toujours aussi excellents. Parce que même si les opus qui arrivent ne sont peut-être pas meilleurs que le précédent, ils arrivent au moins à l'égaler, en tout cas je trouve. Même si j'ai peut-être une petite préférence pour Protocol Phantom, donc le 4e, j'aime beaucoup cet opus, vu que comme j'ai dit c'est celui qui crée cette sorte de nouvelle ère des opus de Mission Impossible pour moi. Mais voilà, à partir du 4, il y a du renouveau. Le 5, Rogue Nation, que j'avais trouvé excellent aussi, qui en vrai était au même niveau que le 4, tellement le 4 aussi je le trouvais déjà excellent. Et Fallout, le 6, pareil, qui était excellent aussi. Donc le dernier, qui pour pas mal de gens que j'ai vus, c'était leur préféré, apparemment. Et pendant un temps, ça a été mon préféré aussi, je vais pas vous mentir. En termes de scène et tout, je l'avais trouvé époustouflant. Mais c'est vrai qu'avec du recul, je dois bien reconnaître que finalement, c'est peut-être pas mon préféré au final. J'en discutais en fait, pour tout vous dire, avec un proche qui justement est allé voir le dernier Mission Impossible aussi. Et il m'a donné son point de vue. Et il m'a dit en fait que pour lui, Fallout, justement, il avait trouvé moins bon. Parce qu'il trouvait qu'il tirait un peu sur la corde et qu'il reprenait toujours les mêmes trucs. Et que en fait, ils étaient vraiment un peu... ils recyclaient un peu les trucs et tout.
Au début, je me suis dit, ouais, un peu bizarre et tout. Et en vrai, en y repensant par la suite, je me suis dit, en vrai, c'était pas totalement faux comme avis. C'est vrai que Fallout, en fait, il refait juste tout ce qu'ils ont refait depuis Rogue Nation et tout, c'est-à-dire, on sent qu'on reste dans la même lignée. Oui, c'est toujours autant grandiose, oui, c'est toujours autant excellent. Il faut quand même dire ce qui est, ça reste excellent, je trouve. Mais on sent qu'ils trouvent pas le truc pour se renouveler, ils restent dans du Mission Impossible qu'ils nous ont déjà proposé. Donc je peux comprendre cet avis sur Fallout. Mais là où ils ont été intelligents, c'est que justement pour ce 7e opus, on en parle du coup maintenant, ils ont réussi à se renouveler en quelque sorte. Pourquoi je dis ça? C'est tout simplement parce que si vous attendez un Mission Impossible explosif et tout, exactement comme Fallout ou même encore plus ambitieux et tout, oui, il est tout autant ambitieux. Oui, il y a quand même toujours des grosses scènes d'action épiques et époustouflantes. Ne vous en faites pas là-dessus. Il y a quand même, ça garde quand même l'ADN de Mission Impossible. Et là, ça reprend encore plus l'ADN de Mission Impossible parce que ça reprend même un peu le concept des premiers films. Je m'explique. Là où dans les dernières Missions Impossibles, c'est vrai que le scénario était, j'aime pas dire secondaire, mais on sent que c'était assez classique et que c'était surtout un prétexte pour aller de grosses scènes d'action épiques à grosses scènes d'action épiques, à gros climax, à grosses scènes avec plein de trucs époustouflants et avec un Tom Cruise au top de sa forme qui fait des trucs dont on va parler encore et encore parce que ça va être des trucs qu'il va réaliser lui-même. On sait que Tom Cruise il est très investi, tout ça, tout ça. Mais en termes de scénario et d'histoire pure et même d'exposition, je vais aller plus loin, de personnages ou même de lore de l'univers Mission Impossible, on n'en apprenait pas tant que ça. Là où dans cet opus, ils ont très bien réussi, je trouve, à mélanger à la fois le côté action et grandiose des derniers opus de Mission Impossible et le côté renouveau et à la fois un peu exposition et tout ce que vous voulez, lore des personnages et des thématiques intéressantes et plus un peu sur un peu conscience, un peu politique et tout, comme il y avait dans les premiers opus. Et ils ont fait le parfait mélange pour moi, qui fait qu'en fait, tout simplement, ce Mission Impossible est toujours autant excellent. Voilà, vous voulez mon avis, c'est excellent, je vous le dis au bout de 8 minutes de vidéo. Si vous hésitez encore à aller le voir ou quoi, foncez, allez le voir, il n'y a pas à chipoter 107 ans. Je viens juste de m'en rappeler, en plus, je l'ai vu en 4DX, je l'ai vu le jour de sa sortie, comme je l'ai dit en intro de vidéo, je l'ai vu hier en 4DX, j'ai oublié de préciser. C'était une première pour moi, peut-être pour certains ça peut paraître basique, mais en 4DX ça valait clairement le coup. Mais voilà, ça va un peu influer mon avis, je vais pas vous mentir, parce que la 4DX, il faut savoir, je m'expose à vous, je suis quelqu'un qui suis pas forcément fan de ce genre de procédé, tout ce qui est 4DX, 3D... tous les trucs comme ça, vous savez, c'est pas forcément ma came en fait, parce que je trouve que c'est je vais pas dire déplaisant, mais assez déconcentré, on va dire. C'est-à-dire que, en fait, je suis tellement plus concentré sur, par exemple, les sièges qui bougent pour la 4D ou sur la 3D, me dire mais comment ils ont fait pour réussir à bien faire ressortir la 3D et tout, que en fait, je vais moins m'attarder sur le scénario et sur tous les trucs comme ça. Et j'avoue que ce Mission Impossible ça fait pareil, c'est-à-dire que j'étais tellement à fond dans les scènes d'action et faire gaffe à par exemple pas faire tomber des affaires à moi et à être tellement stupéfait par les scènes, à me dire mais waouh, le siège qui bouge et tout. Voilà, comme j'ai dit, c'est une première pour moi, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de truc, donc ça m'a époustouflé, je pensais pas que c'était autant bien fait si je puis dire. Mais franchement, ouais, c'était assez époustouflant, mais du coup ça en vient à te faire presque faire moins attention en fait aux détails et au scénario et tout ce qui en suit. Donc bon, après c'est comme ça, mais voilà, en tout cas c'était assez... ça reste que c'était une très bonne expérience en termes de séance ciné, c'était top. En plus, bon ça je vais pas en parler là. Rejoignez-moi sur Twitch franchement les gens, parce que vraiment on pourra en parler et décortiquer tout ça plus en détail et sans coupure, parce que là vu que c'est une vidéo je suis obligé un peu d'être sérieux, vous voyez, de prendre un ton plus posé, plus vous expliquer, vous donner envie d'aller voir le film et tout. Si vous venez me voir en live, j'ai fait une critique live sans spoil. Enfin, rejoignez-moi sur Twitch, on reparlera de tout ça. Bref, instant promo fini. Voilà. En tout cas, je pense qu'on va arrêter la partie no spoil là-dessus, parce que je vois pas trop comment détailler sans trop détailler plus. Foncez voir le film, vous reviendrez voir la partie spoil, parce que il faut vraiment spoiler.
Mais voilà, en tout cas, pour plus en redire un peu sur le scénar et tout, bah, j'ai dit voilà, qu'on était moins concentré. La 4D, c'est pas forcément mon truc, mais ça reste que là, exceptionnellement, c'était excellent. Ça reste très bien fait, et puis bon, tu vis vraiment les scènes d'action. Les scènes d'action sont toujours autant top, on va pas se mentir, je le redis. Allez, on refait un peu un petit débrief. Ouais, le scénar est très très bon. Ils ont réussi, et ça c'est pas du spoil, c'est normalement dans les bandes annonces et tout. Ils ont réussi à bien trouver un moyen, un truc un peu central au film pour faire que ce qui se passe dans le film se passe. Je m'explique, dans la bande-annonce, vous voyez, on a toujours, et même dans les Missions Impossibles en règle générale, on a toujours ce truc, ce procédé où Ethan et sa petite équipe, vous savez, avec Simon Pegg et tout ça, et Luther et tout, Lisa et Benji, voilà l'équipe, on a toujours un truc où ils vont être, si vous voulez, à la fois ils vont accomplir leur mission qui leur a été donnée et tout, mais en même temps ils vont pas être exactement dans les règles et ils vont un peu défier leur autorité ou leur hiérarchie supérieure. À la fois ça permet en fait de faire en sorte que l'équipe qu'on suit durant le film avec Ethan et tout, ça reste les héros, ça reste les gentils parce que dans le fond, ils restent sympas, eux ce qu'ils veulent c'est sauver le monde et voilà comme d'hab. Et à la fois, ça permet d'explorer le fait que l'agence Mission Impossible et la CIA et tous les trucs gouvernementaux d'espionnage et tout, les faire passer un peu pour, j'aime pas dire des anti-héros, mais non, je veux pas dire ça comme ça, mais en fait, plus pour des personnages gris, en fait. Montrer que c'est pas parce qu'ils donnent des missions pour le bien commun et tout, qu'ils sont pour autant vraiment gentils. Mais montrer qu'il y a peut-être des raisons derrière et montrer que c'est pas toujours... ça reste des gouvernements, quoi. Genre, ils sont ni gentils, ni mauvais à proprement parler. C'est pour leur intérêt à eux. Donc, même des fois, ils sont un peu mauvais selon ce qu'ils entreprennent. Mais c'est un procédé qui marche parce qu'à la fois ça permet de développer le fait que FMI en eux-mêmes, le groupe de Mission Impossible, la CIA, tout ça, ça reste des trucs gouvernementaux qui sont pas non plus hyper exemplaires. Et à la fois ça permet de nous faire quand même des héros dans le film et montrer que l'équipe d'Ethan et tout reste des héros et qui continuent à sauver le monde. Et là c'est encore mieux fait parce que ils ont vraiment développé le truc. Ils ont trouvé, voilà, encore une fois, on reviendra dessus en spoiler, mais ils ont trouvé un moyen intelligent, je trouve, qui reste basique en soi, mais quand c'est bien fait, c'est toujours autant accrocheur. Le fait de trouver un moyen pour faire en sorte qu'il y ait même plusieurs ennemis au groupe de Ethan, si vous voulez, on va avoir un truc qui fait qu'il va y avoir plusieurs agences, plusieurs gouvernements, plusieurs méchants et tout, qui vont en fait être à la poursuite de Ethan et de ce qu'ils vont eux-mêmes poursuivre aussi. Donc va vraiment y avoir un côté un peu tout le monde, presque John Wick en fait, un côté presque seul contre tous où il va y avoir plein d'ennemis et plein de groupes différents et tout. Et franchement c'est vraiment excellent. Ils vont pas savoir à qui faire confiance, c'est des trucs basiques d'espionnage, mais va y avoir des alliés, va y avoir beaucoup plus d'exposition de personnages. Dans ce film, ce qui est très bien aussi, c'est que ça reste toujours Ethan, un peu le héros et sa petite équipe, mais c'est surtout Ethan Hunt, le héros et tout. Là, ce qui est bien, c'est qu'on nous présente plus d'autres personnages et on sent qu'on est en train d'étendre le projet. Vous allez me dire, c'est une saga, ça a toujours été étendu, c'est un univers à part entière, mais là, je sens qu'on met un peu des petites cartes à droite, à gauche, pour potentiellement peut-être, pourquoi pas, étendre encore plus le truc avec des nouveaux personnages, ou même peut-être des spin-offs, des séries. On sent qu'on part un peu là-dessus sur une extension comme ça d'univers. Donc c'est très très cool à voir ce que ça peut donner. Et là on va passer en spoil, je vois pas quoi dire de plus en no spoil. Donc partie spoil, j'espère que ça vous aura plu pour ceux qui vont nous quitter no spoil. N'hésitez pas à aller voir le film encore une fois, il est excellent. Et ce sera peut-être votre Mission Impossible préférée. Pour le moment c'est trop tôt pour moi pour le dire. Mais je pense au vu de tout ce que j'ai évoqué qu'il peut quand même... avec le temps, il faut que je le revoie, comme j'ai dit, la 4DX m'a un peu, mon avis un peu contradictoire. Mais il faut que je le revoie plus posé pour vraiment me rendre compte des enjeux, de tout ça, et de tout ce que j'ai évoqué jusqu'à présent. Et là, je pourrais confirmer si oui ou non c'est mon Mission Impossible préférée. Mais pour l'instant, je pense que c'est bien parti. En tout cas, il fait partie... Ils sont tous excellents, encore une fois, mais pour moi, il est dans les meilleurs, je pense. Donc, il y a moyen que ce soit mon préféré. Et peut-être votre préféré aussi, donc encore une fois, n'hésitez pas à aller le voir, foncez, soutenez le film, même si j'imagine qu'il va quand même marcher. Mais voilà. Sur ce, ciao pour ceux qui nous quittent, et on part en spoiler, c'est parti. Donc alors, partie spoiler, donc si vous êtes encore ici, ça veut soit dire que vous avez vu le film ou que vous en foutez d'être spoilé, donc c'est parti, on va pouvoir spoiler.
Pour revenir du coup sur le scénario, donc voilà, pour expliquer en fait un peu MacGuffin, le truc un peu central du film, donc c'est cette sorte d'IA. Donc voilà, le film commence en nous expliquant qu'il y a une IA qui a été créée. Alors attendez, de souvenirs, que je me souvienne. C'est à chaud, mais en même temps avec un peu de recul. Que je me souvienne, il me semble un truc russe. Si je me trompe pas, une sorte d'IA russe ou un truc comme ça. N'hésitez pas à me contredire si je me trompe ou que j'ai mélangé des trucs. Encore une fois, je le répète, j'ai un peu des trucs qui se mélangent à cause de la 4DX. Enfin, je vais pas rejeter tout sur la 4DX, mais ça m'a un peu déconcentré. Mais voilà. En tout cas, c'est une IA qui a été créée, mais en fait, c'est une IA, si vous voulez, qui a, comme beaucoup de IA dans des trucs comme ça de films, qui a commencé à développer sa propre conscience, mais là c'est fait de manière assez intéressante parce qu'en fait elle va du coup presque se créer un libre arbitre, mais en même temps on sait pas trop, on sait pas si à la fois c'est elle en fait qui se joue un peu toute seule et qui en fait veut gérer sa propre sécurité et en même temps berne un peu tout le monde pour arriver à ses fins. En même temps on sait pas si elle est contrôlée par quelqu'un encore au-dessus, genre un grand méchant ou un autre gouvernement ou quoi, qui justement fait exprès de manipuler cette IA pour faire croire à tout le monde qu'elle joue solo alors qu'en fait c'est quelqu'un d'autre encore au-dessus. Ça pourrait être intéressant aussi, remarque. Voilà, ils ont réussi à bien exposer ça et je vais pas vous mentir, en début de film j'avais assez peur quand j'ai vu la scène dans sous-marin et tout. Je me suis dit mais attends, pourquoi sur les radars ça disparaît et tout. Je me suis dit s'ils jouent le truc un peu de l'IA, je me suis dit j'ai peur qu'ils partent dans du truc un peu étrange et qu'on n'y croie pas, qu'on se dise ouais c'est un peu loufoque ou quoi. Tu me diras c'est une saga aussi un peu science-fiction j'allais dire. Ouais c'est un peu plus poussé, c'est le but de film ou quoi, c'est que ça aille un peu plus loin pour nous proposer des meilleurs trucs et tout. Mais là je me suis dit j'avais peur qu'ils aillent trop loin et que peut-être on n'adhère pas au délire et franchement non, ils ont réussi à bien garder le truc et en même temps à bien faire évoluer la chose en nous proposant un vrai truc où tu sens le danger. Les autres missions impossibles, tu sentais le danger, mais tu sentais quand même que ils allaient s'en sortir au final. Voilà, là, c'est vrai que tu sens les enjeux, tu sens à plusieurs moments qu'ils le disent, comme dans les autres. Tu me diras, mais là, je sais pas, j'ai senti un truc en plus. Tu sens que la menace, elle est vraiment planétaire, mais surtout qu'elle se joue un peu de tout le monde. En fait, tu sens que là, l'ennemi, c'est plus juste un groupe terroriste qui veut se venger ou qui a des trucs personnels ou quoi. Là, tu sens que c'est, eux-mêmes, ils le disent, c'est une IA. Donc, elle a ni croyance, ni pardon, ni sacrifice, ni rien. C'est une IA. Elle est froide, en fait. Genre, elle s'en fout de tuer, elle s'en fout de dominer, elle a pas de remords, pas de regrets. C'est une IA hyper développée et tout, donc ça fait hyper peur. À tout moment, elle peut prendre tout en mode Skynet, elle peut prendre les trucs nucléaires, elle peut se jouer, machin. Donc c'est hyper intéressant et ça fait très peur en même temps. Donc c'est ce qu'il fallait pour ce film. Le développement des personnages est vraiment toujours autant bon. Tout à l'heure j'avais pas trop dit le casting pour pas spoiler ou quoi, donc on y retrouve Rebecca Ferguson qui joue du coup Lisa Faust. D'ailleurs Lisa, on est en partie spoiler de toute façon donc je peux spoiler, qui meurt dans le film. Ils ont osé au final, après là c'est une partie un peu finale donc c'est logique à avoir des persos qui meurent et qui au final on a ça fait beaucoup de mots le fois final au final et du coup au final, on a Hayley Atwell, donc qui joue Grace, et qui du coup va être ce nouveau personnage qui, j'allais dire, va remplacer Lisa. Elle va pas la remplacer directement parce que les deux Lisa, elle va quand même être là pendant une grande partie, même si j'avais peur au début qu'il la tue au tout début de film. Quand j'ai vu ça, je me suis dit non, mais c'est pas possible, elle peut pas être morte et tout. Et au final, non, elle a une mort quand même plus mémorable et même une mort plus digne. Parce que là, elle mourrait un peu genre à cause d'un sbire lambda. Je me serais dit, oh putain, c'est quand même con. Ça montre aussi les risques du métier et tout, mais bon, ça aurait été con qu'elle finisse comme ça, quoi. Surtout pour un perso qui était quand même intéressant depuis les derniers films. Voilà, on retrouve du coup ce personnage, et du coup elle meurt, et c'est un peu Grace qui maintenant va devenir la nouvelle acolyte de Ethan. Personnage très attachant, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'aime bien sa façon de faire, comment elle était assez pas prise de tête et en même temps c'est un peu la personne un peu qui a peur mais qui en même temps peut faire preuve de courage et qui en même temps est là en mode bon bah Ethan, je te laisse dans ta merde parce que vas-y tu m'as pas
Genre, ok, on se connaît bien, t'es sympa et tout, mais bon, moi de base, j'ai rien à voir là-dedans, c'est pas mon truc, moi j'étais pas là et tout. Mais j'aime bien, il y a un peu un côté, elle est un peu en détresse et tout, mais c'est pas surabusé, c'est bien exploité, c'est bien joué. C'est juste, elle a un peu peur, ce qui est normal en même temps. On est en spoiler, voilà. La scène, par exemple, finale du train. En même temps, comment tu veux ne pas avoir peur? Tom Cruise, bon, forcément, c'est Tom Cruise, c'est Ethan Hunt. Le mec, il a sauté d'un avion, il a escaladé le Burj Khalifa. Forcément, le gars, il est même presque plus à ça près. Mais Grace, voilà, c'est tout nouveau pour elle. Donc, tu sens le côté méfiance du personnage et tout. C'était hyper intéressant. Lisa, il n'y avait pas plus besoin de ça, de la développer. Elle était ce qu'elle était. Benji, toujours autant agréable. Vanessa Kirby, on la retrouve, donc c'est Alana. Donc c'est assez cool. Je savais qu'elle y était. J'avoue que je me souvenais plus que c'était, elle jouait cette personnalité-là, ce personnage-là, de cette manière-là, je veux dire. Il y a des trucs assez intéressants là-dessus, mais elle est pas non plus hyper intéressante. Elle est intéressante par rapport en fait aux enjeux du méchant et tout, mais elle est plus là pour le rouage du scénario et des enjeux qu'en tant que vraie personnalité à proprement parler. Ensuite, on a Paris qui elle pareil est assez sympa mais qui est pas non plus, je pensais qu'ils allaient plus en jouer de ce personnage. Au final elle est c'est un peu la bras droit de Gabriel de toute façon, donc du grand méchant entre guillemets. Mais voilà, tu sens que c'est un peu la porte-flingue quoi. Elle est discrète, elle parle pas, les fois où elle parle tout doucement comme ça, donc pour montrer un peu le côté presque film d'horreur, genre en mode c'est la sbire un peu, tu sais, à qui il faut se méfier, qui fait un peu peur et qui est flippante. En plus, elle a du maquillage et tout. Tu sens qu'il y a un côté d'un délire un peu bras droit, un peu mauvais, un peu étrange. Donc, elle est pas non plus hyper intéressante, mais elle a quand même sa petite rédemption. Elle a son petit caractère, son petit truc. Donc, c'est assez intéressant aussi. Elle est un peu osef, mais en même temps, il n'y avait pas forcément besoin d'en faire plus. Là où, par exemple, pour Gabriel, donc le grand méchant, c'est plus dérangeant. Il a quand même une certaine truc, j'ai trouvé qu'il... Une certaine truc, c'est très énigmatique comme ça. Il a une certaine prestance, faut pas se mentir non plus. Il est assez important parce qu'il y a quand même un côté en jeu un peu personnel et tout. Ethan lui-même le dit, donc Tom Cruise, il le dit qu'il se connaissait avant Mission Impossible et tout. Alors je sais pas si on l'a déjà vu dans la saga, j'avoue que je m'en souviens plus du tout. J'ai cru reconnaître des images à un moment de Mission Impossible 2, mais je sais pas déjà si c'était le 2 ou le 1. J'ai l'impression que c'était le 2 parce que j'ai reconnu Tom Cruise avec les cheveux longs et tout comme il a dans le deuxième film. Mais je sais pas si ça faisait vraiment partie du 2 ou si c'était entre deux films ou quoi. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me répondre en commentaire, c'est là pour ça. Mais voilà, Gabriel, ouais, il aurait pu être plus marquant, même si j'aime bien quand même son côté un peu flippant. Mais il a un côté un peu méchant. Lambda, c'est un méchant de film d'espionnage ou de saga, grosso merdo, de blockbuster dans le genre. C'est-à-dire que c'est le méchant un peu flippant. Voilà, un peu, c'est une vipère, il est vicieux, il fait confiance à personne. Dès qu'il y a quelqu'un dont il a plus besoin, ben hop, il s'en débarrasse parce qu'il en a rien à foutre de tuer ou autre. Voilà, tu sens que c'est le méchant, un peu lambda, un peu machin. Mais il a une prestance, et puis c'est la première partie, il faut être indulgent. Peut-être que dans la deuxième partie, ce sera encore plus intéressant. Pour l'instant, il fait largement le taf, parce qu'au final, c'est même pas tant lui le grand antagoniste du film. Comme j'ai répété, c'est vraiment l'IA, tout est centré sur l'IA. Donc tu sens qu'ils ont donné même presque un côté surnaturel à l'IA, mais c'est bien fait parce que ça dépasse pas l'insolite non plus, ça part pas dans la science-fiction, mais ça reste bien dans l'entre-deux, c'est pour ça que je dis que c'est nickel ce qu'ils ont fait. Pour revenir sur la durée, le film dure 2h43, donc presque 3 heures en vrai, à pas tant que ça après. Et j'ai pas vu le film passer, je l'ai même trouvé presque court, au final il est passé très très vite, alors que pourtant c'est quand même un gros morceau. Par exemple, pour vous faire le comparatif, Spider-Man Across the Spider-Verse, que j'ai trouvé magistral aussi, j'ai pas fait de critique, mais encore une fois, j'en reparlerai. Voilà, par exemple, le film, je sais plus combien de temps il dure, mais pareil, il doit durer 2h20, 2h30. Et par exemple, Across the Spider-Verse, pourtant, j'ai trouvé excellent, enfin, je me suis grave... j'ai grave adoré ce film et tout. Ben pourtant je l'ai trouvé un peu longué sur la fin, tu vois, à plusieurs moments il y avait plusieurs plot twists et tout, et je commençais à me dire oh putain ils font plusieurs cliffhangers, plusieurs twists et tout, je me suis dit c'est bizarre que ça finisse pas, et après ça continuait, je me disais putain c'est un peu long. Voilà, là où Mission Impossible presque j'ai trouvé que ça coupait cash quoi, c'est genre
La scène du train, quand elle finit, je m'attendais pas à ce que ce soit la scène finale. Honnêtement, je m'attendais à la limite à ce que ce soit la scène, l'avant-dernière scène finale ou l'avant-avant-dernière. Je me suis dit, il va quand même se passer d'autres trucs d'action et tout après, derrière. Non, rien en fait. C'était vraiment la scène finale, c'est le gros truc final. Et en même temps, quand tu vois comment elle est faite et tout, tu m'étonnes que ce soit la scène finale, vu qu'il y a tout un build-up et tout dessus. Et ça finit en chaos total. Enfin, c'est excellent. Les plans, les visuels, ça on en a pas reparlé, c'est très 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 bon aussi. J'avais dit en live sur Twitch que je trouvais qu'il y avait un côté un peu, j'allais dire John Wick, mais je pense que c'est moi en fait qui, en ayant vu John Wick 4 récemment au cinéma, j'ai l'impression en fait que les films s'inspirent de ce genre de visuel avec plus de couleurs et tout. Je pense qu'il y avait déjà ça peut-être dans d'autres films mais que j'avais pas forcément prêté attention. En fait, dans John Wick 4, si vous voulez, ils ont tellement donné un côté coloré et ils ont tellement créé chaque personnage avec sa couleur, son truc et tout. Et là, je trouve qu'on reprend un peu ça, je le répétais tout à l'heure, mais le personnage de Paris, donc qui est interprété par Pomme Clémentieff. Voilà, elle est un peu maquillée en Harlequin, on dirait d'ailleurs Harley Quinn, un peu. Elle est vraiment déguisée un peu en Harlequin. Elle a même une sorte de tenue, ça m'a fait penser à ça, un peu en mode cirque et tout, et en plus elle a une sorte d'épée, donc c'est un personnage un peu loufoque dans son déguisement et tout, mais c'est pas ridicule ou quoi, ça rentre bien dans le thème, et puis elle a sa couleur et tout. C'est en ça que je vous dis qu'il y a des visuels intéressants, et ils hésitent pas à faire des méchants qui presque, on pourrait se dire, c'est ridicule, pourquoi elle est maquillée, ça lui sert à quoi, pourquoi elle est pas juste tranquille, machin. Mais ils partent vraiment dans une direction, dans des concepts, des visuels spécifiques et tout. Et c'est toujours autant excellent et c'est vraiment très très bon. Si c'est John Wick qui a inspiré des films à partir dans ces directions-là, dans des visuels bien spécifiques et tout, c'est très très bon. Et même si c'est pas le cas, je pense que j'exagère un peu. Je pense que Mission Impossible, il a été tourné à mon avis avant John Wick. C'est juste que voilà, ça se voit que tous les grands films un peu maintenant qui essayent de se renouveler et tout, essayent aussi de se renouveler dans les visuels et tout, et je trouve ça hyper intéressant. Et je trouve qu'il y a un côté grandiose, un côté travaillé en fait, un côté professionnel. Donc voilà pour tout vous dire, je sais pas si on peut continuer à en parler, je pense que j'ai dit pas mal de trucs, après je pourrais encore en débattre pendant très longtemps, je peux quand même revenir sur certains trucs. En tout cas, hâte de voir la partie 2, ça c'est certain, elle sort dans moins d'un an, elle sort l'été prochain, en juin 2024, un truc comme ça. J'ai la date juste là, voilà, 26 juin 2024 aux dernières nouvelles, si c'est pas reporté. Donc bien entendu, on ira voir ça et on en reparlera. Mais voilà, en tout cas, noté 4 sur 5 par la presse, Mission Impossible 7 est le meilleur film d'action de l'année. Voilà, le temps attendu, tout ça, il est en train de faire un énorme carton, donc c'est très très cool. Faut que ça continue comme ça, c'est vraiment excellent. Et c'est vraiment génial comme j'ai dit. Voilà, pour revenir là-dessus, le truc de l'IA c'est tellement basique, ce côté un peu IA qui se rebelle et tout, mais en même temps c'est tellement bien fait, et puis ça change dans le truc un peu d'espionnage et tout, de faire un truc qui force en fait tous les services, parce que là en fait ça donne aussi un côté un peu un côté opportuniste à tous les services et toutes les agences d'agents secrets qui en fait veulent pas juste récupérer pour pas que ça tombe entre de mauvaises mains ou quoi, mais le récupérer pour eux, parce qu'en fait là en gros si tu contrôles l'IA, tu contrôles, pour ceux qui veulent savoir, le monde entier, parce que tu pourrais contrôler toutes les technologies, la surveillance de tous les pays, de tout. Enfin t'as ça, genre c'est le rêve de tous les gouvernements, tu vois, genre tu peux contrôler le monde. Surtout on sait que les États-Unis, petite critique voilà à l'encontre, ils sont très opportunistes, ils aiment beaucoup vouloir tout contrôler, dire en mode non mais c'est nous qui avons fait ça parce que on veut avoir la main mise dessus et tout. Ils sont très comme ça, c'est pas nouveau, tu me diras, comme beaucoup de gouvernements, mais vu que le gouvernement américain c'est un peu le gouvernement des gouvernements, voilà, c'est celui où il y a le plus ce truc-là, il y a ce côté néfaste et tout. Et là, il l'utilise dans les trucs d'agence, tu vois. T'as la CIA qui est vraiment pas digne de confiance, quitte même presque à comploter avec l'ennemi et tout pour essayer de trouver un accord avec lui et tout. Donc tu vois vraiment le côté vipère et le côté vicieux. Tu te dis, ah ouais, putain, quand même. Tu te dis, c'est des agences normalement, et là, ils se rendent pas compte de ce qu'ils font, quoi. Encore une fois, les seuls vrais raisonnables, c'est la petite équipe d'Ethan, sa propre équipe de Mission Impossible, vu que c'est eux qu'on suit, c'est pas le service entier.
Tu sens que c'est eux, ils veulent le prendre, ils veulent le détruire, voilà, comme ils sont neutres en fait dans le conflit, ils veulent pas l'avoir parce qu'en même temps ils pourraient le reprendre pour faire le bien, tu vois, genre essayer d'en faire une technologie meilleure et tout. Non, ils veulent le détruire, donc d'un autre point de vue, il y a un côté un peu où ils sont neutres au conflit et ils pourraient peut-être arranger la chose et tout, mais ils veulent pas non plus, tu vois. Et en tout cas, on expose beaucoup de trucs. Je l'ai dit en no spoil, mais voilà, il y a une exposition du lore et des personnages. On sent qu'on met plein de persos en place. Comme j'ai dit, on met en place Grace, qui du coup va devenir vraiment un personnage important. Et d'ailleurs, elle y est. Hein. C'est le perso aussi autant important qu'Ethan dans ce film, qui va le suivre un peu partout et qui va avoir un peu sa sorte de formation et tout ça. Et à la fin, du coup, quand elle fait entre guillemets partie officiellement du service entier Mission Impossible, c'est hyper intéressant. Est-ce qu'elle va revenir dans la partie 2 toujours du camp d'Ethan, ou est-ce qu'elle va être un peu manipulée justement par les services et tout? Voilà, c'est espionnage, donc ça peut partir dans tous les sens. Il y a tellement de directions possibles. Et encore une fois, ils peuvent en faire même un spin-off sur elle, ou même une série et tout, pour encore plus la développer. Et après, elle peut vraiment faire partie de l'équipe. Elle peut même y avoir un côté rédemption à Ethan, vu qu'on sait il a perdu ses femmes et tout, et à chaque fois il perd des gens qui lui est cher et tout. Là encore une fois avec Lisa on le voit. Peut-être que justement ça va être... En tout cas là tu sens qu'il y a une sorte un peu d'amitié, romance, mais c'est plus une amitié. Après faut voir s'ils se considèrent plus comme frères et sœurs. Faut voir ce qu'il y a, mais en tout cas il y a une très bonne entente. Faut pas de suite partir en mode romance et tout. Ça peut être une très très belle amitié ou quoi, sans qu'il y ait le truc forcément. Ah ben c'est un mec et une femme, du coup faut qu'ils soient ensemble. Non, on peut s'épargner ça. À voir ce qu'ils font par la suite. Mais voilà, il y a quand même des trucs hyper intéressants. Il y a aussi Eugène, donc qui fait partie des persos interprétant les trucs de la CIA et tout. Donc voilà, on sent vraiment le côté agence, le côté un peu tout le monde veut ce truc opportuniste, tout le monde veut la clé, parce que oui, ça tourne sur les deux clés, du coup, les deux parties de la clé. Tout le monde veut récupérer la clé. Il y a aussi beaucoup de MacGuffin et un peu de... Enfin non, justement, le MacGuffin, c'est un peu les trucs des clés. Mais il y a le côté un peu vol et tout, donc Mission Impossible. Mais il y a aussi le côté... secret. Voilà, on voit que c'est vraiment une partie 1. On sent que là, encore une fois, on nous met les pièces du puzzle et que dans la partie 2, en fait, on va un peu reconstituer le puzzle, même si on a commencé, mais on sent que dans la partie 2, on va tout placer, on va mettre la colle et tout, on va tout mettre en place et nous afficher le puzzle, quoi. On sent vraiment que là, c'est de l'exposition. On nous présente à la fois l'IA, des nouveaux personnages, le contexte, tout ça, le concept, on nous explique tout ce qu'il y a à savoir. Et on sent que c'est vraiment pour nous préparer à la partie 2, où la partie 2 sera normalement du coup le truc final, à part s'ils étendent après, mais faut voir d'ici là si on aura des informations ou quoi. Mais voilà, si la partie 2 c'est vraiment le truc final, ben ce sera la fin, on reconstituera tout, et on en reparlera bien entendu. Mais voilà, en tout cas pour ma critique de Mission Impossible, j'ai essayé de détailler, de dire plein de trucs. Après, encore une fois, j'en ai parlé un peu à droite à gauche, j'en ai reparlé sur Twitch, j'ai essayé d'avoir du recul et tout. Mais le film est encore très frais, c'est pour ça que je voulais vous en parler là. Surtout que je l'ai vu hier, donc c'est un peu une première où je vois le film le jour J, le jour même. Et en plus en 4DX et tout, enfin on en reparlera, c'était une séance très très bonne. Je pourrais en parler là, mais vu que c'est pas forcément le sujet de la vidéo et qu'elle dure quand même 35 minutes, ça me semble être une durée correcte pour une critique. Voilà, c'était une assez grosse critique. Vous savez, quand je fais une critique, j'aime bien un peu déballer tout ce que j'avais à dire, autant sur la mise en scène que les visuels, que machin. Et encore, il y a des trucs, je m'attarde, d'autres, je peux moins m'attarder. C'est pour ça que je vous le répète encore une fois, Twitch, c'est la meilleure solution pour plus de détails. En tout cas, on va s'arrêter là-dessus pour moi. C'était tout. Et prenez soin de vous. Encore une fois, allez voir le film. Pour le coup, ça vaut clairement le coup. Et on se retrouve très bientôt en termes de critique de film, en tout cas pour Indiana Jones 5. À voir ce que je fais pour la critique. Voilà. Je vous communique. Et sur ce, allez, salut!